En 1995, une fillette de 7 ans, Sofia Ramirez, disparut alors qu'elle jouait à côté de sa mère dans une salle de bowling. La police parla d'une probable abduction par un inconnu après qu'elle soit sortie dehors. Pendant 5 ans, ce mensonge fut la seule version de l'histoire. Puis, un plombier réparant une fuite découvrit un secret si terrifiant qu'il allait tout changer. Avant de commencer, merci de regarder cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela me touche beaucoup de savoir que vous êtes ici avec nous. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. L'univers d'une enfant de 7 ans est petit et intensément lumineux. Pour Sofia Ramirez, cet univers sentait la cire de sol, le pop-corn rassis et le parfum sucré d'une slushie à la cerise. Sa capitale était Henderson's Lanes, un grand bâtiment en briques où le fracas des quilles tombants était l'hymne national et la lumière de l'arcade, le lever du soleil éternel. Un samedi après-midi d'octobre 1995, Sofia était une reine dans son royaume. Sa mère, Elena, la regardait, un sourire flottant sur ses lèvres. À 29 ans, la vie d'Elena était une équation soigneusement équilibrée entre des doubles services au dîner, des réunions de la PDA et ses heures précieuses volées avec sa fille. Elle était une mère célibataire, un fait que ses propres parents déploraient toujours. Mais Elena ne voyait aucune carence dans leur vie. Ce qu'elle manquait en argent ou en figure paternelle, elle le compensait par un amour féroce et protecteur qui était une richesse en soi. Chaque rire de Sofia, chaque pression de sa petite main était un dépôt dans un compte qui ne pouvait jamais être à découvert. « Regarde ça, maman !» cria Sofia, sa voix perçant la clameur. Elle lança la petite boule de bowling de 6 livres de toutes ses forces. Elle vacilla, dévia dangereusement vers la rigole, puis sembla se redresser par pur pouvoir de volonté, roulant lentement sur la piste pour renverser 3 quilles héroïques. Sofia leva les bras en triomphe, ses couettes rebondissant. « Je suis une championne. Tu es mi-amour. » Elena rit, marchant vers le retour des boules. La championne du monde entier. C'était leur rituel. 2 parties tous les samedis, suivies d'une assiette partagée de frites grasses et de la slushie que Sofia chérissait comme un trésor. Henderson's Lanes était leur endroit. Cela semblait sûr, un vestige d'une époque plus simple, dirigé par un homme qui semblait faire partie des fondations de la ville. Monsieur Arthur Henderson était une figure aussi constante que les saisons. Un vieil homme avec un nuage de cheveux blancs et des yeux qui se plissaient au coin. Il se déplaçait dans son domaine avec une grâce lente et douce. Il connaissait le nom de chaque habitué, avait toujours un bonbon dur pour les enfants et gérait l'établissement le plus propre et le plus familial du comté. C'était une institution bien aimée. Alors qu'Elena terminait son dernier tour, elle aperçut M. Henderson près de l'arcade, observant les enfants jouer. Il souriait de son sourire habituel et bienveillant. Mais lorsque son regard se posa sur Sofia, qui dansait près du retour des boules, le sourire se fissura pendant un instant. La chaleur de ses yeux fut remplacée par autre chose, quelque chose de plus profond et plus froid, une lueur de tristesse ancienne et profonde qui fut aussitôt masquée par son visage public. Elena en prit conscience inconsciemment, comme un animal qui sent le changement dans l'air avant une tempête, mais l'écarta aussi rapidement. C'était un vieil homme. Les vieux hommes sont souvent perdus dans leurs souvenirs. « Bon, petite championne », dit Elena en ébouriffant les cheveux de Sofia. « Il est temps de payer et de rentrer à la maison. Tu as des devoirs, tu te souviens ?» Sofia grogna, mais la plainte était à moitié sincère. La slushie à la cerise, soigneusement tenue dans ses 2 mains, était son prix. Elle prit une longue gorgée bruyante pendant qu'elle se dirigeait vers le comptoir. L'air était saturé de la cacophonie d'une salle de bowling animée, le bruit sec d'une quille parfaite tombant sur la piste 12, le roulement d'une boule sur le bois, la symphonie chaotique des cloches et des bips de l'arcade, et le bourdonnement bas des conversations des adultes dans le salon. C'était le son de la communauté, de la normalité, de la sécurité. Elles arrivèrent au comptoir, une longue île surmontée d'un adolescent maigre, au regard ennuyé, avec une touffe de cheveux teints en vert. Sofia se tenait juste à côté d'Elena, sa hanche pressée contre la jambe de sa mère, son attention entièrement concentrée sur la boisson glacée qu'elle tenait. « Ça fera 12,50 €, madame »,
dit l'adolescent sans lever les yeux de son magazine. Elena tourna légèrement son corps, déplaçant son sac de son épaule pour prendre son portefeuille. Elle tourna le dos à Sofia pendant à peine 10 secondes. En cette brève fenêtre, elle sortit un billet de 10 et un de 5, les posa sur le comptoir et attendit la monnaie. Ce fut un moment de transaction ordinaire, identique à des milliers d'autres qu'elle avait effectués dans sa vie. Ce fut le moment où le monde s'effondra. Elle se tourna, la monnaie en main, prête à partir. « Sophie !» Silence. L'endroit où sa fille se tenait n'était plus là. Les yeux d'Elena balayèrent immédiatement la zone. Un frisson d'agacement, sa première réaction. Sofia. Pas de cachette, rien. Son regard se baissa vers le sol. Là, à ses pieds, la tasse de slushy était tombée, renversée sur le côté. Une éclatante tache rouge sang se répandait sur le linoléum usé du bowling. Une éclatante éclat de violence dans les couleurs ternes de la salle. Un frisson glacial, aigu et immédiat, perça Elena. Sofia. Sa voix était maintenant plus forte, tendue par une panique croissante. Elle regarda l'adolescent. « Avez-vous vu où elle est allée? Ma fille !» Le garçon leva enfin les yeux, son expression vide. Désolé. La tête d'Elena se tourna brusquement. Ses yeux fouillèrent la salle, cherchant une lueur de la veste rose de Sofia. Elle scruta l'arcade, la location des chaussures, l'entrée du salon. Le bruit de la salle de bowling, autrefois un manteau réconfortant de son, semblait désormais menaçant. Un mur de bruit qui pouvait engloutir un enfant tout entier. « Sofia !» cria-t-elle, sa voix déchirée, brisée, tranchant à travers le bruit. Quelques têtes se tournèrent, l'illusion de sécurité se brisant en 1000 morceaux. Elle était là, elle était juste là. Et maintenant, elle n'est plus là. Elena se précipita vers les portes d'entrée, son cœur battant contre ses côtes. Elle les poussa, ses yeux cherchant frénétiquement dans le crépuscule du parking. Des voitures, de l'asphalte, le ciel sombre. Aucune petite fille en veste rose. Elle retourna précipitamment à l'intérieur, son souffle coupé par des sanglots. Elle saisit le bras de l'adolescent, sa prise désespérée. « Appelez le 911 » murmura-t-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. Quelqu'un l'a prise. Elle était juste ici. Le long cauchemar silencieux venait de commencer. La première voiture de police arriva en 7 minutes. Ses lumières clignotantes peignaient la façade de Henderson's Lanes de traits frénétiques de rouge et de bleu. La première réponse fut classique. Les policiers se dispersèrent, sécurisant le bâtiment calmement. Un agent en uniforme prit la première déclaration d'Elena. Mais à mesure que l'enquête passait d'une alerte à un enfant disparu à une enquête formelle, le calme s'évapora, remplacé par un doute insidieux et croissant, non pas sur les circonstances, mais sur Elena elle-même. Le détective principal chargé de l'affaire était un homme nommé Miller, un vétéran de 20 ans avec un visage fatigué et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les formes d'échec humain. Il conduisit Elena dans un petit bureau encombré, à l'abri des regards curieux des autres clients. Ces questions commencèrent simplement. Le nom complet de Sofia, son âge, ce qu'elle portait, mais prirent vite un ton subtilement accusateur. « Vous dites que vous avez seulement tourné le dos quelques secondes, Madame Ramirez ?» demanda-t-il, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. « 10 secondes, peut-être 15. Je payais, » répondit Elena, la voix tremblante. Elle était enveloppée dans une couverture rugueuse qu'un policier lui avait donnée, mais un froid intérieur profond avait pris racine, un froid que rien ne pouvait toucher. « Et vous n'avez vu personne de suspect près du comptoir ?»« Non, c'était bondé, bruyant. »« Je regardais la caissière, dit-elle. » Miller nota. « C'est un endroit grand et bruyant. Beaucoup de portes. Facile pour un enfant curieux de sortir dans le parking sans que personne ne remarque. »« Non, » insista Elena, secouant vigoureusement la tête. « Elle ne ferait jamais ça. Sofia sait qu'elle ne doit jamais entrer dans un parking seule. Elle était juste à côté de moi. Quelqu'un l'a prise de l'intérieur du bâtiment. » Le détective lui jeta un regard patient, conciliant. Un regard qu'on réserve à une personne hystérique. « Nous avons des policiers qui fouillent dans toute la zone, madame. Le parking, les bois derrière le bâtiment, les rues adjacentes. Si elle s'est perdue, nous la retrouverons. » L'enquête prit immédiatement un tournant externe. La police supposait que Sofia avait quitté le bâtiment. La possibilité qu'elle soit encore à l'intérieur, que la menace vienne de l'intérieur, fut écartée presque immédiatement. La salle de bowling était un lieu connu, un endroit familial.
M. Henderson était un pilier de la communauté. L'histoire était plus simple, plus acceptable si le danger venait de l'extérieur. M. Henderson lui-même était l'image d'un témoin dévasté et utile. Il ouvrit chaque porte pour les policiers, ses mains tremblant théâtralement. Il exprima sa profonde tristesse et son chagrin au détective Miller. « Je possède cette allée depuis 40 ans, dit-il, la voix pleine d'émotion. Rien de tel n'est jamais arrivé. Mon cœur se brise pour cette pauvre femme. » Lorsque Miller demanda à propos des caméras de sécurité, le visage de Henderson se ferma. « Le système est vieux, détective. Il a des problèmes depuis des semaines. J'avais l'intention de le remplacer. » Il les conduisit à un petit placard où un magnétoscope était connecté à un unique moniteur noir et blanc. Il appuya sur Play. Les images montrèrent le comptoir, mais elles étaient clairement en boucle. La même femme en robe fleurie passait toutes les 30 secondes. Le cachet horaire dans le coin était figé à 1 heure avant que Sophia ne disparaisse. « Je suis vraiment désolé, » dit Henderson en secouant la tête. « Il semble être bloqué. C'est inutile. » Miller acquiesça, acceptant l'explication sans question. La technologie a échoué. C'est arrivé. Le biais de l'enquête devint plus évident au fil des heures. Ils interrogèrent Elena sur son ex-mari, ses petits amis, sur quiconque pourrait lui en vouloir. L'implication était claire. Une mère célibataire hispanique travaillant de longues heures. Peut-être que sa vie n'était pas aussi stable qu'elle le prétendait. Peut-être que le problème venait d'elle. Son chagrin et sa terreur furent filtrés à travers leurs idées préconçues et elle fut subtilement repositionnée de victime à personne d'intérêt dans la disparition de sa propre fille. Son impuissance était un poids physique. Elle observa la police clore leur recherche du bâtiment après moins d'1 heure, convaincue qu'elle n'était pas là. Ils prirent des empreintes sur la porte d'entrée. Ils interrogèrent une douzaine de clients qui dirent tous la même chose. Ils n'avaient rien vu. Les supplications désespérées d'Elena pour fouiller à nouveau le bâtiment, vérifier les arrière-boutiques, interroger M. Henderson plus en profondeur, furent accueillis par des soupirs fatigués et des promesses qu'ils suivaient la procédure normale. Les jours suivants, la version officielle se solidifia. Sans témoins et sans appel de rançon, la police adopta la théorie d'une probable abduction par un inconnu. Ils l'annoncèrent lors d'une conférence de presse, avec M. Henderson debout, sombre, aux côtés du chef de la police. L'histoire était que Sophia s'était probablement aventurée hors de la porte principale et avait été enlevée dans le parking. L'accent de la recherche se tourna alors vers une alerte multi-État pour un prédateur inexistant dans une voiture inexistante. La rage d'Elena était une chose silencieuse, un cri muet. Ils assassinaient la mémoire de sa fille, la peignant comme une enfant négligente qui avait désobéi à sa mère, et par extension, peignant Elena comme une mère négligente. 2 jours après la disparition, M. Henderson accorda une interview émotive aux nouvelles locales, debout devant son bowling. Il annonça une récompense de 5 000 $ pour toute information menant au retour de Sophia. Il regarda directement la caméra, ses yeux se remplissant de larmes. « Nous sommes une communauté, » dit-il. « Nous prenons soin des nôtres. Nous retrouverons cette petite fille. » Cette nuit-là, bien après que les caméras de télévision soient parties et que la salle de bowling soit devenue sombre et silencieuse, Henderson parcourut son royaume silencieux. Il entra dans son bureau et verrouilla la porte. Il déplaça un lourd meuble à tiroir à 4 étagères pour découvrir l'ombre d'une porte. Il se baissa, ses genoux craquant, et produisit une petite clé. Il ouvrit un verrou invisible de l'extérieur. Il tira sur la section du mur, révélant une petite pièce sombre et insonorisée. La seule lumière venait du couloir derrière lui. À l'intérieur, une petite fille dormait sur un lit de camp, serrant un vieux ours en peluche. Henderson entra, son ombre tombant sur elle. Il essuya calmement la poignée intérieure de la porte cachée avec un chiffon. L'odeur nette du chlore envahit brièvement l'air, écrasant celle de l'air vicié. Il regarda l'enfant endormi, puis une photo fanée de sa propre fille qui reposait sur son bureau, son sourire figé dans le temps. Son visage était un masque de chagrin impassible et illisible. 1 semaine après la disparition de Sophia, le détective Miller appela Elena chez elle. « Je suis désolé, Madame Ramirez, dit-il, sa voix plate et professionnelle. Nous avons épuisé toutes les pistes dans la région. L'alerte Amber restera active et le dossier restera ouvert, bien sûr. Mais à ce stade, il n'y a pas grand-chose de plus que nous puissions faire. » La ligne se tut.
Elena raccrocha lentement le téléphone. Elle regarda le mur de son salon, qu'elle avait recouvert de posters de personnes disparues, portant le visage souriant de Sofia, âgée de 7 ans. La recherche officielle était terminée. Le système avait échoué. Pour la première fois, elle comprit véritablement la nature terrifiante et absolue de sa nouvelle réalité. Personne ne viendrait l'aider. Elle était seule avec le fantôme de sa fille. Le temps est un voleur cruel. Pour la plupart des gens, il avance, guérissant les blessures et adoucissant les bords aigus de la douleur. Pour Elena Ramirez, le temps s'était arrêté le 14 octobre 1995, devenant un cercle plat et sans fin de chagrin. Le monde avait continué de tourner, mais elle était piégée dans l'ambre de cet après-midi de samedi, tournant éternellement le dos pendant 10 secondes. La première année fut un flou d'actions frénétiques. Elle organisa des groupes de recherche, harcela la police et couvrit chaque poteau téléphonique, chaque devanture de magasin et chaque arrêt de bus dans un rayon de 80 km avec le visage de Sofia. Mais les pistes se tarirent, les bénévoles cessèrent de venir et la police arrêta de lui répondre. La sympathie de la ville se transforma en une pitié lasse. Elle devint un symbole de la tragédie locale. Cette pauvre femme dont la fille avait disparu au bowling. Au bout de 3 ans, son combat avait changé. L'énergie frénétique s'était refroidie pour se transformer en une résolution dure et obsessionnelle. Elle se rendit compte que la police n'était pas de son côté. Ils étaient un obstacle. Elle devait devenir sa propre détective. Elle laissa son deuxième emploi au dîner, survivant avec un seul service au café, dépensant chaque dollar de côté et chaque heure de veille dans sa propre enquête. Son petit appartement devint un centre de commandement méticuleusement organisé. Les murs de son salon n'étaient non plus seulement un collage de posters de personnes disparues. Ils étaient couverts de cartes, de chronologies et de photographies. Elle avait une carte du plan du bowling, minutieusement recréée de mémoire. Elle avait une liste de tous les employés ayant travaillé là en 1995. Elle passait ses nuits à la bibliothèque publique, parcourant des années de microfilms, lisant de vieux journaux et des archives de la ville. Elle cherchait un modèle, une fissure, quelque chose que la police avait raté. Elle cherchait des informations sur Arthur Henderson. Elle apprit qu'il avait une fille, Emily, qui était tragiquement morte environ 20 ans auparavant dans un accident de voiture. Elle avait 7 ans. Ce détail frappa Elena avec la force d'un coup physique. Elle trouva l'obituaire d'Emily, un court paragraphe triste dans le journal local. Elle trouva une photo de yearbook du lycée de Henderson, un jeune homme avec les mêmes yeux tristes. Il avait été un homme calme et discret toute sa vie, jusqu'à ce qu'il hérite du bowling de son père. Il était un homme défini par une seule perte dévastatrice. Un après-midi, Elena conduisit jusqu'à une station-service en périphérie de la ville. Derrière le comptoir se trouvait un homme dans la vingtaine, ses cheveux désormais d'un brun boueux fané, mais elle le reconnut instantanément. C'était le caissier adolescent de ce jour-là. Elle s'approcha du comptoir, son cœur battant la chamade. « Je me souviens de toi, dit-elle d'une voix basse et calme. Tu travaillais à Henderson's Lanes le jour où ma fille a disparu. » Le jeune homme, qui s'appelait Kevin, se figea. La couleur s'échappa de son visage. « Oui, bégaya-t-il, refusant de croiser son regard. J'ai parlé aux flics. Je leur ai dit tout ce que je savais. »« Je ne pense pas que tu leur aies tout dit, » insista Elena en s'approchant. « J'ai passé 5 ans à rejouer chaque seconde dans ma tête. Pendant que je payais, je te regardais dans le reflet de la machine à bonbons. J'ai vu M. Henderson s'approcher du comptoir. Il t'a parlé. » Elle marqua une pause, ses yeux se fixant sur lui. « Que t'a-t-il dit, hein, Kevin? Qu'a-t-il fait pour te faire tourner la tête à ce moment-là » Les yeux de Kevin s'élargirent de panique. Il se souvint du billet de 50 $ que Henderson avait glissé dans sa main, de l'instruction silencieuse de s'occuper du stock à l'arrière. Il se souvint avoir pensé que le vieil homme était juste gentil. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il. Recule légèrement. « Il avait besoin d'une distraction, » dit Elena d'une voix acérée, « et tu lui as donné ce qu'il voulait. » L'accusation, non spécifique mais perçante dans son intention, atteignit sa cible. Une lueur de terreur, réelle et profonde, traversa son visage. « T'es folle, » murmura-t-il, reculant de derrière le comptoir. Il se tourna et s'enfuit dans le bureau arrière, laissant Elena seule près de la caisse. Ce n'était pas une confession, mais c'était une confirmation. Henderson avait organisé l'opportunité. Pendant ce temps, dans le petit monde silencieux derrière le mur,
Sofia Ramirez vieillissait, d'abord 8, puis 9, puis 10 ans. Son monde était une pièce de 3 mètres sur 3. Ses murs recouverts de mousse acoustique grise. La seule lumière était une ampoule nue, au plafond allumé 12 heures par jour. Le seul son venant du monde extérieur était le lointain grondement étouffé des boules de bowling et le faible cri de joie d'un strike. Des sons qui ne signifiaient rien pour elle. Ses souvenirs de sa mère, du soleil, de la couleur verte, avaient disparu comme de vieilles photographies, effacées par la monotonie implacable de son existence. Son seul contact humain était un homme qu'elle appelait Monsieur Eddy. C'était la main qui poussait un plateau à travers une petite fente dans la porte 3 fois par jour. Il ne lui parlait jamais depuis l'extérieur de la pièce, mais chaque nuit, il entrait. Il s'asseyait sur le bord de son petit lit de camp, sa grande silhouette remplissant l'espace minuscule. Il lui apportait un nouveau livre ou un petit jouet. Il lui lisait d'une voix basse et douce. Il ne haussait jamais la voix. Il ne la touchait jamais. Il était son professeur, son geôlier, son Dieu. Il était la seule personne au monde. Sa routine était terriblement paternelle. Chaque soir, sans faute, le plateau du dîner contenait un sandwich à la dinde simple sur du pain blanc, une petite brique de lait et une slushie à la cerise, qu'il préparait lui-même dans une petite machine dans son bureau. C'était la dernière chose que sa propre fille Émilie avait mangée. Dans son esprit fracturé, ce rituel était un acte d'amour, un moyen de préserver le moment parfait de la vie de sa propre fille, projeté maintenant sur l'enfant captive qui portait son visage. Sophia, qui n'avait aucun souvenir de la signification de cette saveur, l'acceptait simplement. C'était juste le dîner. Le 5e anniversaire de la disparition de Sophia, Elena accomplissait son rituel solitaire. Elle conduisit jusqu'à Henderson's Lanes et se gara de l'autre côté de la rue, observant les grands panneaux néons s'allumer contre le ciel violet brisé. Elle regardait les familles entrer et sortir, leur rire un écho lointain et douloureux d'une vie qu'elle avait autrefois eue. L'espoir avait depuis longtemps fané pour se transformer en un nœud de certitude froide et dure dans son ventre. Elle savait que Henderson l'avait prise. Elle savait que Sophia était perdue à jamais. Elle acceptait le silence, l'incertitude comme sa sentence de vie. Elle ne savait pas qu'au cœur des murs du bâtiment, un tuyau en cuivre installé en 1952 gémit sous la pression de 5 décennies. Une petite ligne verte de corrosion rongeait son intégrité depuis des années. Alors qu'Elena observait la salle de bowling, son cœur était une douleur vide dans sa poitrine. Ce petit défaut céda enfin. Avec un léger soupir métallique, le tuyau se fendit, laissant échapper un filet d'eau dans l'espace sombre et oublié entre les murs. Le silence allait bientôt être brisé. Le premier signe du désastre imminent fut une odeur. Pendant 2 jours, une légère odeur de moisi, semblable à celle de la terre humide et ancienne, s'infiltra dans le bureau de M. Henderson. Il tenta de l'ignorer, mettant la faute sur les bizarreries du vieux bâtiment. Mais le 3e jour, il la remarqua. Une tache sombre et dégoûtante, de la taille d'une assiette à dîner, se propagea sur le papier peint fleuri derrière son bureau. C'était le mauvais mur. Une panique froide et électrique traversa son corps. Il posa sa main tremblante sur l'endroit. C'était humide et frais au toucher. La fuite se trouvait à l'intérieur de la cavité, l'espace secret qui séparait son bureau de sa cellule, où il gardait Sophia. Pendant 5 ans, son sanctuaire avait été parfait, impénétrable. Maintenant, le bâtiment lui-même le trahissait. La tâche grandissait à une vitesse alarmante. Le lendemain matin, elle avait doublé de taille et le papier peint commença à se décoller en bandes humides et qui se courbaient. Un goutte à goutte, lent et rythmé, devint la nouvelle bande-son de sa vie. Un tic d'horloge fou, comptant les secondes avant qu'il ne soit exposé. Il ferma la salle de bowling pour la journée, évoquant un problème de fumigation. Il passa des heures au sous-sol à essayer de localiser l'interrupteur principal d'eau pour cette section du bâtiment. Mais la plomberie était un dédale chaotique et sans étiquette de tuyaux qui serpentaient à travers les fondations comme des racines pétrifiées. Sa panique se transforma en une course désespérée. Il tenta de réparer le mur de l'intérieur de son bureau en appliquant du plâtre sur la tache humide, un geste inutile contre le suintement persistant de l'eau. Il savait que la source venait du vieux tuyau en cuivre qui passait par l'espace caché, celui qu'il avait pris tant de soin à ne pas déranger lorsqu'il construisit la pièce. Il n'avait aucun moyen d'y accéder sans détruire le mur, et il ne pouvait pas faire ça.
À la fin de la semaine, la situation était devenue intenable. La fuite avait empiré, n'étant plus un simple siège, mais un filet constant. Une petite flaque d'eau s'était accumulée le long de la plainte, imprégnant le vieux tapis du bureau. L'odeur n'était plus moisie. C'était l'odeur nauséabonde de la pourriture et du mildiou. Il savait, avec une certitude nauséeuse, qu'il n'avait plus le choix. Ignorer cela plus longtemps risquait un déluge catastrophique, un effondrement, quelque chose qui exposerait son secret de la manière la plus spectaculaire possible. Il devait appeler un plombier. L'idée le terrifiait. Un inconnu dans son bureau près du mur. C'était un risque de proportion catastrophique. Il passa toute une matinée à fouiller les pages jaunes, son doigt gnarlde traçant les annonces. Il ne pouvait pas appeler les grandes entreprises établies. Elles étaient trop professionnelles, trop minutieuses. Il avait besoin de quelqu'un de petit, de nouveau, peut-être inexpérimenté. Il trouva une annonce pour la plomberie de Marco. Rapide, équitable et fiable. C'était une petite annonce, un nom simple. Il semblait jeune, parfait. Lorsque Marco arriva le lendemain, le cœur de M. Henderson battait la chamade contre ses côtes. Le plombier était exactement ce qu'il avait craint. Jeune, oui, mais aussi aux yeux brillants, professionnel, portant un sac d'outils moderne. Il était compétent. « Waouh, vous avez une fuite assez sérieuse ici, Monsieur Henderson », dit Marco, ses yeux se posant immédiatement sur le mur abîmé. « Oui, eh bien, c'est un vieux bâtiment », répondit Henderson d'une voix avec un accent de campagne tendu. Il essaya de diriger le jeune homme vers le petit évier dans le coin du bureau. « Je suppose que c'est juste un raccord de cet ancien évier, ici. Probablement une réparation facile pour un pro comme vous. » Marco jeta un coup d'œil à l'évier, puis sortit l'appareil de son sac. Il pressa les deux pinces du détecteur d'humidité contre le mur, loin de l'évier. Il émit un bip fort, son écran numérique clignotant en rouge. Il testa un autre endroit, plus près de la principale tâche. Un autre bip fort. « Non, monsieur », dit Marco poliment mais fermement. « La source n'est pas l'évier. C'est profondément dans ce mur. Les tuyaux ont probablement éclaté. Il n'y a pas moyen de contourner ça. Je vais devoir l'ouvrir pour y accéder. » Le sang se vida du visage de Henderson. « Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée, » balbutia-t-il, se tordant les mains. « C'est un vieux mur, probablement plein d'amiante. C'est dangereux. »« Je porterai un masque, » répondit Marco, déjà en train d'en sortir un de son sac. Il prit une petite scie à secouer, alimentée par batterie, et un marqueur. Il traça un carré net de 2 pieds sur le papier peint au-dessus du pire des dégâts. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais faire une coupe nette. On aura ça à réparer en un rien de temps. » Henderson voulait crier, sauter sur le garçon, le jeter hors du bâtiment, mais il savait que toute résistance ne ferait qu'ajouter à son apparence suspecte. Il était piégé. Il ne pouvait que rester là, son souffle suspendu dans sa poitrine, et regarder Marco poser la lame de la scie contre le mur. La scie vrombit, produisant un son aigu et furieux qui emplit le silence tendu du bureau. Elle trancha facilement à travers le placo-plâtre. Henderson regardait, hypnotisé par l'horreur, alors que le carré net était découpé. Marco éteignit la scie, la posa et retira soigneusement le morceau de placo-plâtre humide et ruiné du mur. Il scruta le trou. Le monde de Henderson bascula sur son axe. Marco fronça les sourcils. « C'est étrange, dit-il, sa voix pleine d'interrogation. Il n'avait trouvé ni tuyau, ni isolation. Il avait trouvé un autre mur à quelques centimètres du premier. Il était recouvert de panneaux de bois lisse et sombre. Et près du bas du panneau, il pouvait voir une petite fente métallique rectangulaire, comme une fente masculine sur une porte. Cela n'avait aucun sens. « Ça doit être une vieille rénovation, » murmura Henderson, sa voix fragile. Marco n'écoutait pas. Il sortit une petite lampe de poche puissante de sa poche et l'éclaira à travers le trou qu'il venait de découper. Le faisceau éclaira l'espace sombre, capturant les panneaux de bois. Puis il inclina la lumière vers le bas, essayant de voir ce qu'il y avait en dessous. Le faisceau passa à travers la étrange fente métallique. Pendant un moment, il n'y eut que de l'obscurité. Puis la lumière capta quelque chose, une lueur de mouvement. Il ajusta le faisceau, sa curiosité se transformant en une gêne froide et piquante. La lumière trouva un petit pied nu, puis une jambe pâle et mince. Il déplaça le faisceau vers le haut. Il aperçut l'ourlet d'une simple robe grise. Il vit un petit corps frêle recroquevillé dans le coin de ce qui semblait être une toute petite pièce sombre.
Il aperçut une cascade de longs cheveux noirs emmêlés. Et puis la silhouette bougea. La tête se leva lentement. Et dans le faisceau lumineux de la lampe de poche de Marco, deux yeux grands ouverts et terrifiés le fixèrent. Le temps sembla s'arrêter. Le bourdonnement des lumières fluorescentes dans le bureau, le bruit lointain d'une boule de bowling, le battement frénétique de son propre cœur. Tout s'éteignit pour Marco. Il n'y avait plus que l'image brûlée dans son esprit. Le visage pâle, la pièce sombre, les yeux terrifiés d'une fille dans le mur. Il chancela en arrière, laissant tomber la lampe de poche. Elle tomba au sol, ses faisceaux tournoyant follement, projetant des ombres monstrueuses dansantes à travers le bureau. Il regarda le trou dans le mur, puis Monsieur Henderson. Le masque de façade bonhomme de l'homme âgé s'était effondré, remplacé par un masque de terreur pure et primale. « Quoi? Qui est-ce » balbutia Marco, sa voix un murmure étranglé. Henderson se jeta en avant, ses mains pleines de taches d'âge étonnamment fortes. Il attrapa les bras de Marco. « Tu n'as rien vu. Ce n'est rien. Ce n'est que du vieux stockage. » Le geste de Henderson brisa la paralysie de Marco. L'adrénaline, froide et tranchante, inonda son corps. Il repoussa l'homme âgé, le faisant trébucher contre son bureau. Marco chercha son téléphone, ses doigts tremblants et glissant de sueur froide. Il appuya sur le 911, son souffle haletant. « 911, quelle est votre urgence ?» Les sanglots de Henderson. Marco articula avec difficulté, ses yeux toujours fixés sur le trou dans le mur, sur la salle de bowling. « Il y a une fille. Mon Dieu, il y a une fille dans le mur. Il a une fille enfermée dans le mur. » Les questions calmes et professionnelles de la répartitrice étaient une bouée de sauvetage dans sa mer de panique. Il donna l'adresse, son nom, ce qu'il avait trouvé. Pendant qu'il parlait, Henderson émit un faible grognement guttural et s'effondra dans son fauteuil, le visage entre les mains. Un homme brisé. C'était fini. La réponse de la police fut immédiate et écrasante. En l'espace de 3 minutes, la première voiture de patrouille entra en trombe dans le parking. Les officiers envahirent le bâtiment, leurs visages graves, leurs mouvements efficaces et déterminés. Ils trouvèrent Marco pâle et tremblant dans le couloir et M. Henderson sanglotant de manière incontrôlable dans son fauteuil de bureau. Un nouveau chef de police, un homme plus jeune et plus tranchant nommé Davies, qui avait pris la direction du département 2 ans plus tôt, prit le commandement de la scène. Il jeta un coup d'œil au trou dans le mur, à la pièce cachée derrière, puis au vieil homme en pleurs. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent dans une clarté nauséabonde. Il avait révisé tous les grands dossiers froids lorsqu'il avait pris le poste. Il connaissait l'histoire, la petite fille qui avait disparu de ce même bâtiment il y a 5 ans. « Faites venir une équipe avec un pied de biche et un maillet ici, tout de suite, » ordonna-t-il, la voix tendue de colère contrôlée. « Et quelqu'un me donne le dossier de l'affaire froide de Sofia Ramirez. » Il se tourna vers un autre officier. « Allez à la maison d'Elena Ramirez. Emmenez une agente féminine avec vous. Traitez cela délicatement. » Le sauvetage fut une procédure lente, délicate et horrifiante. Les officiers ne se contentèrent pas de forcer la porte cachée. Ils enlevèrent toute la section du mur, exposant la cellule à la lumière du bureau. C'était une pièce de 3 sur 3 mètres, insonorisée et sans fenêtre. À l'intérieur, la fille, incroyablement petite et pâle pour une enfant de 12 ans, se recroquevillait dans le coin, les mains sur ses oreilles, pour bloquer le bruit soudain et violent. Elle tenait un ours en peluche sale, un œil. Une agente féminine formée au soutien des victimes entra lentement dans la pièce, parlant d'une voix basse et apaisante. La fille ne réagit pas. Elle resta juste là, ses yeux, qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis 5 ans, grands ouverts et fixes sous la lumière fluorescente crue. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle était un fantôme, une relique d'une tombe oubliée. Lorsque l'agente tenta doucement de la guider vers la sortie, la fille résista, ses yeux cherchant au-delà des uniformes, scrutant le bureau pour retrouver le seul visage qu'elle connaissait, la seule constante de son monde sombre et silencieux. Elle cherchait M. Henderson. Pendant ce temps, une voiture de patrouille s'arrêta devant une petite maison soignée avec une porte bleue qui s'estompe. Un officier, le cœur lourd, s'approcha de la porte et frappa. Elle fut ouverte par une femme d'une 30aine d'années, son visage marqué d'une prudence lasse, sculpté au fil des années de déception. C'était Elena. « Madame Ramirez », commença l'officier,
sa voix épaisse d'une émotion qu'il ne pouvait pas cacher. Le corps d'Elena se tendit. Elle se prépara à un autre faux indice. Un autre souvenir douloureux, bien intentionné mais finalement une nouvelle déception. « Madame Ramirez !» répéta l'officier, la voix légèrement brisée. « Nous l'avons trouvée. Nous avons trouvé Sofia. Elle est vivante. » Le monde bascula. L'air quitta les poumons d'Elena. Les années de chagrin, de colère, d'espoir vidé se regroupèrent dans une seule vague accablante. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle ne tomba pas. L'officier la rattrapa, la maintenant debout alors qu'un grand sanglot secouait son corps. Le premier qu'elle a versé depuis des années. C'était le bruit d'une pierre qui se fissure. Au poste de police, un enquêteur senior nommé Marcus Cole, qui était encore un détective débutant en 1995, sortit le dossier de l'affaire froide de Sofia Ramirez des archives. Il ouvrit le dossier poussiéreux et fixa le visage souriant de la fillette disparue, âgée de 7 ans. Il se souvenait de l'affaire. Il se souvenait de l'attitude dédaigneuse de ses supérieurs, de l'accent mis sur la mère célibataire négligente, de la conclusion rapide et propre sur une disparition par un inconnu. Il regarda la photo, puis le rapport qui arrivait de la scène. Ce n'était pas une disparition par un inconnu. C'était un monstre caché en plein jour, un monstre que toute la ville aimait. La confession d'Arthur Henderson ne fut pas un torrent de culpabilité, mais un monologue tranquille et décousu, livré dans la salle d'interrogatoire stérile au mur blanc. Il ne parla pas d'un crime, mais d'un acte d'amour mal compris. Il raconta au détective l'histoire de sa propre fille, Emily, tuée par un chauffard il y a 25 ans, juste une semaine après son 7e anniversaire. « Elle était mon monde », dit-il d'une voix sèche et pâteuse, les yeux fixés sur un point lointain du passé. Quand elle est partie, la lumière s'est éteinte. Le monde n'avait plus de sens. Il avait construit une pièce derrière le mur de son bureau, 1 an après sa mort. Ce n'était pas une prison, expliqua-t-il. C'était un sanctuaire, un endroit où il pouvait se sentir proche de son souvenir. C'était un tombeau secret du deuil. Pendant des années, elle resta vide. Puis il vit Sofia. Elle ressemblait exactement à elle. Il chuchota, une larme, enfin, traçant un chemin sur sa joue ridée. Les mêmes cheveux noirs, le même sourire, la même façon de tenir sa tête quand elle était heureuse. C'était comme si Dieu l'avait renvoyée vers moi, une seconde chance. Ce samedi-là, son esprit brisé par le chagrin élabora un plan désespéré et délirant. Il vit Elena se tourner de dos, au comptoir. À cet instant, il vit le monde comme un endroit d'un danger infini, un endroit qui lui avait volé sa fille et qui pouvait tout aussi facilement voler celle-ci. Il devait la protéger. Il tapota l'épaule de Sofia, sourit de son sourire doux et familier et chuchota « J'ai toute une caisse de mix pour slushy à la cerise dans mon bureau. Tu veux voir ?» Sofia, qui connaissait et faisait confiance au gentil vieux monsieur qui lui donnait toujours des bonbons, hocha joyeusement la tête et lui prit la main. Il la conduisit dans le bureau, ferma la porte à clé et ouvrit le mur. Il lui dit que c'était une pièce magique, un club secret. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il avait fermé la porte, l'enfermant dans l'obscurité. Il insista d'une sincérité glaciale qu'il ne lui avait jamais fait de mal. Il lui avait apporté de la nourriture et des livres. Il avait été son professeur. Il n'était pas un monstre. Il était son protecteur. « Je l'ai sauvé !» dit-il en regardant le détective Cole dans les yeux, son expression pleine de conviction absolue et inébranlable. « Je l'ai protégé du monde. » La brutalité de son motif, pas de malice, mais un chagrin profond et tordu, rendait le crime encore plus monstrueux. Le verdict légal fut rapide. Face à l'évidence indéniable, Henderson plaida coupable. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, et mourut d'un accident vasculaire cérébral dans l'infirmerie de la prison moins d'1 an plus tard. Une fin silencieuse à une vie de terreur chercheuse. Pour Elena, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les retrouvailles dont elle avait rêvé pendant 2900 jours ne furent pas une étreinte joyeuse, mais une rencontre silencieuse et déchirante dans une salle d'hôpital stérile, médiée par des thérapeutes. La fille qui était assise sur le lit n'était pas la joyeuse petite fille de 7 ans qu'elle avait perdue. C'était une adolescente pâle et silencieuse de 12 ans, une étrangère avec le visage de Sofia. Sofia ne la reconnaissait pas.
Elle sursauta lorsqu'Helena essaya de toucher sa main. Elle regardait sa mère avec des yeux grands et effrayés, les yeux d'un animal sauvage rencontrant une nouvelle espèce. Son monde avait été une pièce de métal tenne et un homme nommé Monsieur. Eddie. Le soleil lui faisait mal aux yeux. Le bruit de la circulation la terrifiait. Et l'espace ouvert d'un jardin la plongeait dans une panique. Et dans les moments de calme, elle murmurait la même question encore et encore. Quand est-ce que Monsieur Eddie vient me lire une histoire? Le cœur d'Helena, qu'elle pensait brisé au-delà de toute réparation il y a 5 ans, se brisa de nouveau. La fille qu'elle avait retrouvée était un fantôme, psychologiquement lié à l'homme qui l'avait volée. Le monstre ne lui avait pas seulement pris son enfant, il avait remodelé son âme. Les mois suivants furent une lente et douloureuse ascension hors d'un trou profond et sombre. La salle de bowling de Henderson fut condamnée et démolie. Son enseigne au néon et ses échos tonitruants furent effacés de la ville. Helena quitta son travail, consacrant chaque seconde de son existence à la récupération de Sofia. Elle apprit à être patiente, à célébrer les plus petites victoires. La première fois que Sofia sortit dehors volontairement. La première fois qu'elle regarda une photo d'elle, à 7 ans, sans sursauter. La première fois qu'elle permit à Helena de lui lire une histoire avant de se coucher. La scène finale de leur premier long chapitre de guérison se déroula lors d'une soirée fraîche d'été, près d'un an après le sauvetage. Elles étaient assises sur les marches du porche arrière, regardant les lucioles commencer à clignoter dans la tombée du crépuscule. Sofia était silencieuse depuis presque 1 heure, perdue dans son propre monde. Helena ne poussa pas. Elle resta simplement là, une présence silencieuse et constante. Puis, sans un mot, Sofia tendit la main et glissa sa petite main pâle dans celle de sa mère. Son emprise était légère, hésitante, mais elle était là. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique. C'était un pont au-dessus d'un océan de traumatisme. Helena regarda sa fille, ce précieux fantôme blessé qui était revenu du tombeau. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, elle ne sentit pas le poids du passé, mais la fragile possibilité d'un avenir. Il avait volé l'enfance de sa fille, l'avait enterrée dans une sombre solitude silencieuse.